présentatrice, c'est l'exemple parfait qu'il ne faut pas avoir des lunettes pour être un bon scientifique. Donc, elle s'appelle Elisabeth Cazot. Elle est étudiante à la maîtrise en gestion de l'environnement à l'université de Sherbrooke. Donc, elle est apicultrice et passionnée de pollinisateurs. Donc, est-ce que je l'ai déjà là? Il me faut mon écran. Ah, voilà. Donc, petite description, elle va nous parler du déclin des pollinisateurs et de la biodiversité au quotidien. Donc, Elisabeth, c'est à toi. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Elisabeth. Comme il a dit, je suis étudiante à la maîtrise en gestion de l'environnement et je suis biologiste. Aujourd'hui, je vais vous parler de biodiversité, mais pour que ce soit le fun, je pense. Je ne parlerai pas trop de ce que je fais en recherche précisément, mais si vous avez des questions sur ma démarche méthodologique, si jamais vous êtes passionné par la méthodologie, vous pourrez venir me parler après la conférence. Donc, pour qu'on ait tous les mêmes bases, je vais commencer par une définition. Donc, la biodiversité, c'est l'ensemble des organismes vivants dans un écosystème. Là, une définition dans laquelle on retrouve des mots qui demandent des définitions, c'est pas nécessairement la meilleure définition, mais quand même, je vais vous parler plus des organismes vivants et des écosystèmes pour que ce soit plus clair. Donc, organismes vivants, on pourrait penser à ceux-là. Donc là, avec une photo de chat et de chien, maintenant on voit tous de quoi on parle, mais il n'y a pas juste ces animaux-là dans la vie. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, quand on parle d'organismes vivants, on parle, oui, des animaux, mais aussi des plantes, des champignons, les bactéries, archées, protistes, qui sont des trucs vraiment rikiki qu'on voit pas, mais qui existent et qui sont vivants. Donc, tout au long de la présentation, c'est vraiment de l'ensemble des organismes vivants de la planète que je parle, et pas juste des différentes espèces de chiens qui existent. Nos écosystèmes, donc là, c'est tous les organismes vivants vivent dans des écosystèmes, c'est leur maison, c'est notre maison à nous aussi, nos écosystèmes. Ceux qu'on connaît ici, on a le Mont Bellevue, l'université, du gazon, qui est un écosystème proche de nous. Mais évidemment, il n'y a pas juste ceux-là qui existent, il y en a vraiment plusieurs autres. Les forêts, les déserts, les océans, les milieux humides, les friches. Donc, encore une fois, quand je parle d'écosystèmes, c'est tous les écosystèmes qui existent, pas juste ceux qu'on connaît, qu'on a proche de soi. Donc, garder l'esprit ouvert, la biodiversité, c'est tout ce qu'on connaît, mais aussi ce qu'on ne connaît pas, puisque à travers le monde. Donc, la biodiversité, c'est d'avoir plusieurs organismes dans un écosystème donné. Et ce que ça fait, ça permet une stabilité à nos écosystèmes. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que la biodiversité nous apporte des avantages, sinon on n'en parlerait pas tant que ça. Et donc, ici à gauche, on a un écosystème dit pauvre, donc avec une faible biodiversité. On va retrouver quelques espèces seulement, comme par exemple le gazon, un exemple d'écosystème pauvre dans lequel on va trouver des espèces qui vont avoir un rôle à jouer, un objectif. Comme nous, dans nos sociétés, on a des métiers, des rôles qu'on joue, mais c'est la même chose dans les écosystèmes, c'est juste que les autres vont pas à l'école pour décider ce qu'ils vont faire. Mais c'est ça qui est ça. Comme le détritivore, qui est un qu'on connaît souvent, le cas du ver de terre qui va transformer nos matières organiques, les fruits en matière organique, comme le sol. Ici, dans notre écosystème pauvre, on aurait seulement le ver de terre qui le fait, alors que dans un écosystème riche, où on aurait une grande biodiversité, puis on aurait aussi des coléoptères, d'autres vers, d'autres espèces qui vont aussi avoir un rôle semblable. Donc, pas exactement la même chose, mais des rôles qui se ressemblent, et on retrouve la même chose aussi dans les producteurs primaires, les consommateurs. Nous, on se retrouve du côté des consommateurs, dans un écosystème. Donc ici, on va représenter l'écosystème par une table. Donc la table écosystème, à gauche, c'est notre écosystème riche. Chaque espèce va avoir une patte à la table. Donc on voit à gauche qu'il y a beaucoup de pattes. Si jamais une espèce disparaît ou se déplace dans un autre écosystème, on va retirer la patte, mais la table va encore tenir. Comme on sait, ça prend normalement 1 à 4 pattes pour qu'une table tienne. Mais on voit dans l'écosystème pauvre où, par exemple, on aurait seulement 3 espèces. Si on a une qui disparaît, ça cause un très grand déséquilibre et l'écosystème pourrait tomber, serait plus capable de se maintenir. Donc, pourquoi est-ce que les espèces disparaissent? Donc, ça arrive, là, la table écosystème qui tombe sur le côté, on le vit. Il y a 5 causes majeures à travers le monde qui expliquent la perte de la biodiversité. La première, c'est
le changement d'usage de nos terres. Donc, cas classique, une forêt, on va couper des arbres, minéraliser les sols pour y mettre des habitations. Donc, toutes les espèces dans la nature, on va avoir clairement moins de milieux de vie pour vivre. Nous, on en a plus, mais toutes les autres en ont moins. La deuxième cause, c'est l'exploitation directe de nos ressources, l'exploitation de la forêt, la pêche, toutes ces choses-là. Ensuite, on a les changements climatiques, vous en avez sûrement déjà entendu parler, qui est le dérèglement de notre climat qui influence nos espèces, la pollution de l'air, de l'eau, mais aussi la pollution lumineuse, la pollution avec nos sons qu'on aimait beaucoup, et la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est des espèces qu'on propage des fois malgré nous, juste parce qu'on la trouve donc bien jolie, la petite fleur qui vient du sud, donc on va la mettre dans nos plates-bandes. Mais là, cette plante-là va souvent être capable de progresser rapidement dans notre milieu et combattre nos espèces indigènes et donc se propager vraiment rapidement. Avec ces 5 causes-là qu'on retrouve à travers le monde, il existe un déclin de la biodiversité. J'ai pas besoin de démontrer ça, là, mon essai n'est pas là-dessus. Ça a été démontré, c'est suivi notamment par WWF, qui est un projet qui suit la biodiversité à travers le monde. C'est très, très intéressant. Ils font de la vulgarisation. Vous pouvez voir ce qu'ils font sur Internet. On voit ici un graphique. C'est mon seul graphique scientifique de la soirée. On voit l'IIB, qui est l'indice d'intégrité biologique à travers le monde. Donc, la courbe en bleu foncé, c'est la courbe pour toute l'humanité, tout le monde. On peut voir que la biodiversité, clairement, c'est une pente vers le bas. Donc, ça descend d'année en année. En ce moment, on a un indice d'intégrité. Ça veut dire, grosso modo, l'état de la biodiversité dans nos écosystèmes. Est-ce qu'on a beaucoup de biodiversité ou alors est-ce qu'on en a plus ou moins? En ce moment, notre indice, notre note à l'examen de la biodiversité, c'est 79%, alors que notre note devrait être de 90% pour que nos écosystèmes soient assez en santé pour fonctionner et nous permettre à nous, les humains, d'avoir des avantages de ça. Parce que souvent, quand on parle d'environnement, ça revient à nous. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ces sujets-là, pour qu'on soit capable de survivre. Donc, il faudrait que ce soit vraiment plus. Pourquoi est-ce qu'on veut protéger nos écosystèmes, la biodiversité? C'est parce qu'ils nous fournissent des services écosystémiques. Ça, c'est le mot-clé. Si vous pouvez juste vous rappeler de ce mot-là, je vais être contente. Donc, services écosystémiques, il y en a de toutes sortes. Les classiques dont on entend souvent parler, on peut avoir la pollinisation par nos amis, les pollinisateurs, qui nous permettent de manger des fruits et des légumes. Et toute la régulation de l'eau, de l'air, ils soutiennent nos sols. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses que les écosystèmes font pour nous gratuitement. Et ça, c'est un grand avantage pour nous. J'avais lu un article récemment qui disait que la pollinisation vaut environ 250 milliards de dollars par année dans le monde. Et que si les pollinisateurs disparaissaient, ce qui arrive déjà en Chine, dans certaines régions de la Chine, il n'y en a plus. Et là, ils engagent les gens pour qu'avec comme une petite brosse, ils pollinisent à la main toutes les fleurs. Alors, je ne sais pas qui ici voudrait faire ça, mais si jamais dans le monde, il fallait payer tout le monde pour qu'on puisse polliniser nos plantes, il n'existerait pas assez d'argent pour payer le monde. Fait que ça, c'est juste pour la pollinisation. Il y a tous ces services-là qu'il faudrait payer pour. Ça n'irait vraiment pas bien. Donc, il vaut mieux commencer à travailler là-dessus dès maintenant. Les forêts, la biodiversité nous offre aussi des services pour la lutte au changement climatique. Donc, la lutte au changement climatique, c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler dans le domaine environnemental. C'est souvent là-dessus qu'on va parler quand on veut parler de la lutte écologique. Mais de plus en plus, notamment avec le récent rapport du GIEC et de l'IPBES, qui sont des organismes intergouvernementaux qui s'intéressent à ces sujets-là, disent que maintenant, il faut vraiment les considérer ensemble. En agissant pour la biodiversité, on aide à contrer les changements climatiques et vice-versa. Donc ici, un beau graphique qui l'explique que les forêts, et là, il y a plein d'études scientifiques là-dessus, je vais le résumer en une phrase, les forêts qui ont plusieurs espèces d'arbres, qui vont avoir une grande biodiversité, vont pouvoir plus facilement capter le carbone dans la forêt. Et la captation de carbone, ça permet d'atténuer des effets des changements climatiques. Donc, plus d'arbres différents, plus de captation, moins d'effets des changements climatiques. Donc, il faut garder en tête que ces deux concepts vraiment interreliés. Donc, la biodiversité, c'est un problème mondial. On en parle notamment dans les institutions
gouvernementale, mais on en parle aussi beaucoup dans les universités. Et c'est là que mon projet, moi, de maîtrise se positionne. Il y a plusieurs universités, comme l'Université de Montréal, Cambridge, Poitiers, l'Université de Montpellier, qui font des plans d'action en biodiversité pour agir concrètement, vu que les universités sont un endroit où le savoir, les expériences peuvent naître. Et c'est un bon incubateur pour pouvoir démontrer, par exemple, aux villes ou au gouvernement que c'est possible d'agir dans nos communautés pour aider les différentes causes. Donc, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais proposer à l'Université de Sherbrooke d'adopter un plan d'action en biodiversité pour pouvoir poser des actions concrètes pour participer à ça. Donc là, je suis encore en train de le faire. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner concrètement avec l'université, mais je vais vous montrer quelques idées qui peuvent être faites dans des universités. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Vous venez me parler après pour me dire si vous avez des idées d'action ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste quelques actions que je vous propose aujourd'hui. Ah oui, voilà. Je vais esquiver ma diapo. Mais voilà, à l'université, quand je parle de l'université, là, on parle vraiment de nos 3 campus. Donc, il y a le campus principal ici, il y a la FMSS, la faculté de médecine, plus loin à Sherbrooke, on a le campus de Longueuil. L'université possède aussi environ 80% de la réserve naturelle de Mont-Bellevue. Et on a aussi le parc écoforestier de Johnville, qui sont des endroits fabuleux à visiter. Donc, quelques idées. On pourrait transformer notre gazon, comme je disais tantôt, qui est un écosystème pauvre, en friche entretenue. Donc, en mettant des fleurs, puis c'est pas obligé d'avoir juste l'air de n'importe quoi. On peut, comme ici, faire des sentiers à travers nos friches pour pouvoir se déplacer, puis que ça soit joli, parce que les fleurs, c'est joli. On pourrait avoir un jardin botanique sur le campus. Donc ça se fait déjà. À Montpellier, à l'Université de Poitiers, ils ont des jardins botaniques directement sur leur campus. Pourquoi pas, hein? Moi, je trouve ça cool de faire ça. On pourrait créer un corridor écologique. Donc là, c'est des grandes actions, mais bon, on voit grand. Tout est possible. Et ça a notamment été fait par l'Université de Montréal, qui est une université très près de nous. Et ça n'a pas été fait à l'autre bout du monde. C'est possible ici même au Québec. Qui s'appelle le corridor écologique d'Arlington. Un corridor écologique, le principe, c'est de faire comme un buffer, là, un sentier qui va suivre un trajet que les espèces vont suivre. Souvent, ça va suivre un cours d'eau. Par exemple, ici à l'Université de Sherbrooke, c'est un ruisseau qui connecte le Mont-Bellevue jusqu'à la rivière. Donc, ça pourrait être un corridor qui suit le ruisseau puis qui permet aux animaux de progresser d'un écosystème à l'autre parce qu'ils savent pas tout voler. Les animaux qui volent pas ont besoin de corridors pour pouvoir se déplacer. On peut aussi miser sur la science participative, et là, c'est là que vous entrez en jeu. Ça serait possible, par exemple, à l'université, on ne sait pas vraiment quelles espèces sont sur nos campus. Donc là, ça pourrait être à tout le monde, ici, que vous soyez étudiant ou non. Vous pourriez participer, voir, OK, ben cet arbre-là, je sais c'est quoi, puis remplir des formulaires qu'on pourrait créer pour que tout le monde puisse participer à nos identifications d'espèces. On peut intégrer des nichoirs, notamment pour les pollinisateurs, les chauves-souris. Là, je passe rapidement parce qu'on m'indique que j'ai fini, mais vous, dans votre quotidien, vous pouvez aussi aider pour ça. Les pollinisateurs leur mettre des nichoirs, mettre des fleurs dans vos aménagements. Vous pouvez aussi pas enlever vos pissenlits. Donc là, c'est une mini parenthèse parce que c'est pile le moment d'en parler. Bientôt, ils vont pousser. En avril-mai, si vous les voyez, s'il vous plaît, ne les enlevez pas. C'est un mouvement mondial, c'est pas moi qui invente ça aujourd'hui, mais si jamais vous avez envie de participer, ça s'appelle le No Mow May. C'est de pas du tout intervenir sur vos espaces verts, laisser le gazon pousser, laisser les fleurs pousser pour nos pollinisateurs qui ont besoin de cette nourriture-là parce que c'est les premières fleurs à montrer le bout de leur nez. Donc, si jamais vous avez envie de faire ça, c'est quelque chose de très simple à faire qui va avoir un grand impact dans nos écosystèmes locaux. Donc, si jamais vous avez envie de lire des affaires intéressantes, je vous propose ces lectures de chevet, un livre de vulgarisation sur Darwin et sa recherche des espèces, un livre sur la biodiversité vulgarisé par Hubert Reeves et le rapport Planète Vivante par WWF qui est réalisé chaque année. Si vous voulez suivre notre IIB, notre indice d'intégrité biologique, voir si notre note s'améliore, c'est dans ce rapport-là que ça va se retrouver. Donc, merci beaucoup. J'espère que j'ai été quand même claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà.
Elisa, merveilleux. Donc, voilà, vous savez comment ça marche. Hein. Wow. Salut, je m'appelle Amélie, je travaille au Théâtre des Petites Lanternes. Je vais faire un petit peu de pub, mais en même temps, je trouve que ce que tu as dit, ça fait partie d'une initiative qu'on a. Fait que, en ce moment, on est en train de cartographier la ville de Sherbrooke pour délimiter les espaces verts et les espaces artistiques pour qu'il y en ait plus, puis que l'art et la nature mergent un peu ensemble. Puis, on a un événement gratuit la semaine prochaine, le 21-22. On veut du monde de plusieurs partie de la ville de Sherbrooke. Fait que je sais pas si vous venez d'ailleurs du centre-ville, mais ce serait vraiment nice de vous inscrire, aider genre à faire l'idéation de où justement se trouvent nos espaces verts pour qu'on puisse genre les apprécier encore plus dans la ville. Fait que si vous allez sur la page du Théâtre des Petites Lanternes, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement. C'est ça. Très cool. Merci Elisabeth, excellent culture. Par rapport à l'indice de biointégrité, tu disais qu'on était à 79%. Ouais. À quel niveau on commence à parler d'une catastrophe écologique? À quel niveau c'est critique? Et c'est quoi l'élasticité de cet indice? C'est quoi l'élasticité? Et c'est quoi le niveau de récupération? Est-ce qu'on récupère 1% par année, par 10 ans? Oui, alors je vais répéter la question. Alors, l'indice d'intégrité biologique, l'IB, le seul aspect scientifique dont j'ai parlé, Robier, c'est là-dessus que je pose la question, bien évidemment. Donc, la question, c'est de savoir, là, j'ai dit que 79% c'est ce qu'on est en ce moment, 90% c'est ce qu'on voudrait avoir pour avoir un écosystème sain, mais c'est quoi le pourcentage pour dire qu'on est vraiment dans le caca? J'ai pas lu, j'ai pas vu nulle part qui disait à 60%, c'est le chaos, on quitte la Terre. Mais je pense que c'est aussi parce qu'en ce moment, les organisations mondiales qui travaillent sur la biodiversité ne sont pas nécessairement prêtes à statuer sur le moment. À partir du moment où on statue qu'à 60%, c'est là que ça va mal, on va attendre jusqu'à 60% pour agir. Je pense que c'est mieux de ne pas le statuer. Puis dès maintenant, on est en bas de 90%, c'est maintenant le temps d'agir. Peut-être pour ceux qui n'ont pas dit de pourcentage précis, mais je ne sais pas non plus c'est quoi notre pourcentage de récupération. Ici, on a déjà récupéré depuis les dernières années. Là, et je pense que c'est quand même aussi récent ce calcul-là, mais je vais vérifier, voir juste sur le rapport Planète Vivante. L'année passée, c'était combien? L'année d'avant, c'était combien? J'espère pas découvrir que à chaque année, on baisse de comme 3%, ça serait triste. Mais je te reviendrai avec cette réponse. Salut, merci pour la présentation et pour ce que tu fais. Juste pour vous informer un peu plus, moi je suis agriculteur et je pratique des techniques d'agriculture durable, donc sans labour, semi-direct, parce qu'on plante dans la prairie. Et puis, je me demandais, vous à l'université, c'est quoi, comment est-ce que vous travaillez avec les agriculteurs dans la région parce que le sol couvert et la maison du sol qui demeure intacte, c'est le fondement de la biodiversité et la philosophie du respect de la maison du sol et donc aussi des basés, des fondés, et tout ça. Comment est-ce que vous avez des liens de communication avec les agriculteurs? Puis de l'autre côté, j'ai aussi participé à des projets de plantation d'arbres en masse dans différentes régions. Et puis, est-ce que vous avez des liens avec des groupes qui ont des idées comme ça de produire des arbres pour aller les planter dans la région? Très bonne question, je vais la résumer brièvement. La question, c'est de savoir, à l'Université de Sherbrooke, est-ce qu'on a des contacts avec des agriculteurs, des organismes de conservation pour s'assurer que notre sol est de bonne qualité et faire des plantations, grosso modo. Et donc là, moi, aujourd'hui, je parle pas au nom de l'université. Évidemment, ça fait 5 ans que je suis étudiante là, donc j'ai quand même une bonne idée. Mais ce que je vais dire, c'est basé uniquement sur mes connaissances personnelles. Alors, si jamais, je parle pas ici au nom de l'université, mais je sais, pour avoir parlé avec des gens qu'à l'université, notre qualité de sol est quand même faible avec toutes les modifications qui ont été faites dans le passé. Et donc, clairement, ça fait partie de mes actions aussi de proposer de faire une vraie analyse de notre sol puis de voir comment on peut la rendre meilleure. On utilise notre compost qu'on met dessus, on essaie de le rendre
meilleur, mais effectivement, le sol est la base pour tout ce qui pousse dessus. Mais on a quand même des contacts à l'université, notamment avec Rêve Nourricier, qui est un organisme à Sherbrooke en agriculture. Puis on a des contacts avec des organismes de conservation comme Nature Canton de l'Est, Corridor Appalachien, que j'ai contacté dans le cadre de mon essai. Donc plusieurs organismes de conservation, mais du côté d'agriculteurs, vraiment, là, pas à ma connaissance, mais clairement, quand on va être rendu à créer un peu toute pièce des écosystèmes, il va falloir parler avec beaucoup de monde pour bien le faire, puis pas avoir à le faire dans 10 ans. Puis je vais certainement penser aux agriculteurs à ce moment-là. Ça va être tout parce que c'est fini, je pense. Bon, merci Elisa. Donc, je pense qu'ici on passe une soirée très agréable entre nous, mais... Quoi? Excusez-moi. Pardon, on est distrait. Mais je pense que si on est venu aujourd'hui, c'est parce que la question est vraiment très importante. L'environnement, ça peut nous tenir à cœur et c'est important pour notre vie. Donc, faire ce type d'événement, merci d'essayer de faire ça. Et voilà. Donc, les gens qui travaillent sur ce type de sujet sont vraiment importants. Ils vont nous servir pour notre avenir. Pour tout. Donc, merci. Merci pour votre travail.